À 1h36 du matin, le 16 octobre 1946, un homme grand, au visage marqué de cicatrices, franchit la porte de la salle d'exécution de la prison de Nuremberg. Elle portait un pull sous un manteau bleu boutonné. Il regarda la pièce avec cette expression que les témoins présents décrivaient comme une froideur presque animale. Il se lécha les lèvres, seul signe de la nervosité apparente, et grimpa d'un pas ferme jusqu'à la potence. Il était Ernst Kaltenbrunner, 43 ans, SS Obergruppenführer, chef du bureau central de la sécurité du Reich, le plus haut gradé de la SS à comparaître devant le tribunal militaire international lors du premier procès de Nuremberg et, depuis ce petit matin, le dernier exécuté cette nuit historiquement déterminante. Ses derniers mots furent « J'ai aimé mon peuple allemand et ma patrie de tout mon cœur. J'ai accompli mon devoir selon les lois de mon peuple et je regrette que cette fois, mon peuple ait été dirigé par des hommes qui n'étaient pas des soldats et que des crimes aient été commis dont je n'avais aucune connaissance. Allemagne, bonne chance. » Cela dit, le bourreau John C. Woods a déclenché la trappe. Le corps de Kaltenbrunner fut ensuite incinéré au cimetière de l'Est de Munich et ses cendres dispersées dans un affluent de l'Isar. Il n'y a pas de tombe. Il n'y a pas de pierre tombale. La machinerie de l'histoire a assuré qu'il n'y ait pas de point de pèlerinage pour les admirateurs futurs. L'intention était exactement celle-ci, la dissolution complète. Mais derrière cet homme, il y avait une famille, une épouse, 3 enfants légitimes, un amant, 2 jumeaux nés quelques mois avant la défaite du Reich, des frères avec leur propre dossier dans la SS, un neveu qui, des décennies plus tard, apparaîtra devant les caméras avec des informations sur un trésor nazi submergé dans un lac alpin. Qu'est-il arrivé à tous? Comment ont-ils survécu à l'effondrement d'un nom de famille devenu synonyme de terreur? Voici l'histoire des Kaltenbrunner après la potence. Le procès de Nuremberg prit fin le 16 octobre 1946 avec l'exécution de 10 des 12 condamnés à mort. Hermann Göring s'était suicidé quelques heures plus tôt avec une capsule de cyanure. Martin Bormann, condamné par contumace, n'a jamais été retrouvé vivant. Le reste des personnes exécutées a été transporté en camions américains jusqu'au crématorium de Munich aux premières heures du même jour. Le protocole de crémation conjointe et de dispersion des cendres était délibéré. Les juges et l'armée alliée voulaient éliminer toute possibilité que les corps deviennent des reliques ou que leurs tombes soient dans des lieux de culte nazis. Le résultat fut que les familles des exécutés n'avaient même pas de lieu de deuil. C'est à partir de ce moment que commence la seconde histoire, la moins racontée, celle de ceux qui ont été laissés derrière. Des épouses devenues veuves de criminels de guerre, enfants orphelins de parents exécutés, des amants avec des enfants illégitimes aux commandes dans une Europe en ruine, des frères et neveux portant le même nom de famille infâme. Dans le cas des Kaltenbrunner, cette seconde histoire présente ses propres caractéristiques et est partiellement obscure, ne pouvant être reconstituée qu'avec des fragments disséminés dans des archives de différents pays, des forums spécialisés et les archives académiques d'un biographe sérieux. L'homme et son monde familial avant 1945. Ernst est né le 4 octobre 1903 à Ried im Innkreis, dans le nord de l'Autriche, à quelques kilomètres de Braunau am Inn, la même ville où Hitler est né. La région dégageait un nationalisme pangermanique intense qui imprégnait la famille Kaltenbrunner depuis ses origines. Son père, Hugo Kaltenbrunner, était avocat et sa famille avait la réputation d'être anticléricale et enthousiaste à l'égard de l'union de l'Autriche avec l'Allemagne. Les générations précédentes avaient été paysannes et fabricants de faux, comme Ernst lui-même l'a décrit dans son témoignage à Nuremberg. Hugo a représenté le saut vers la classe professionnelle et est devenu un avocat renommé dans la région. La tradition juridique familiale était donc une ligne continue. Des paysans aux avocats, des avocats aux nazis, des nazis aux exécutés. Ernst a étudié le droit à l'université de Graz, où il a obtenu son doctorat en 1926. Durant ses années universitaires, il fut membre actif d'une Burschenschaft, une association étudiante nationaliste. Porte-parole de sa Burschenschaft et participant à des manifestations anticléricales et antimarxistes, Kaltenbrunner s'est construit une identité politique avant même d'avoir une carrière professionnelle. Avant de devenir l'homme le plus craint de la SS, il avait exercé à Linz, représentant gratuitement ses compagnons nazis devant les tribunaux.
Sa licence professionnelle lui fut révoquée pour ses activités politiques en 1934, accélérant paradoxalement son engagement à plein temps envers le parti et la SS. Dans cet environnement familial, ses deux frères cadets, Werner Kaltenbrunner et Roland Kaltenbrunner, suivirent des trajectoires similaires. Werner, né le 26 juillet 1905, devint également avocat, exerça à Vöcklabruck et fut membre de la SS avec le numéro 487 762, atteignant le grade d'Untersturmführer. Roland, né le 2 janvier 1910 à Raab, devint secrétaire au commerce d'Hugo Oberdonau du NSDAP à Linz et accéda au grade de SS Obersturmführer. En résumé, c'était une famille d'avocats pleinement intégrés à l'appareil du parti nazi, pas seulement Ernst. Le nazisme n'était pas une affiliation opportuniste pour les Kaltenbrunner. C'était l'atmosphère dans laquelle ils respiraient. Aucun des deux frères cadets n'atteignit de poste d'influence réelle au sein du Reich, mais ils étaient suffisamment engagés pour que la fin de la guerre les place dans le camp de ceux qui durent passer par le processus de dénazification. Le 14 janvier 1934, Ernst épousa Elisabeth Eder, née le 20 octobre 1908 à Linz, connue de tous sous le nom de Lisle. Elle était également membre du NSDAP avec le numéro de parti 300, 1490, et faisait partie de la NS-Frauenschaft, l'organisation des femmes nazies. Elle était la fille d'un commerçant et ne venait d'aucune classe particulièrement puissante, mais elle était idéologiquement alignée avec son mari. Ils eurent ensemble 3 enfants. Hans-Jörg, né le 28 février 1935, Gertrude, née le 25 juillet 1937, et Barbara, née en 1944. La naissance de Barbara, en 1944, mérite d'être réflexionnée. C'était l'année du débarquement de Normandie, de la tentative ratée contre Hitler le 20 juillet, de l'avancée soviétique depuis l'Est. Alors qu'Ernst Kaltenbrunner supervisait depuis Berlin l'appareil chargé de traiter l'extermination massive et dirigeait les enquêtes sur les personnes impliquées dans la tentative d'assassinat d'Hitler, avec pour conséquence de tortures et d'exécutions atteignant des centaines de personnes, sa femme portait une grossesse à terme en Autriche. La vie domestique quotidienne et la machine de l'horreur coexistaient dans le même système familial d'une manière presque impossible à assimiler pour un observateur extérieur. La famille Kaltenbrunner vivait à Strobl, une ville près du lac Wolfgangsee dans le Salzkammergut autrichien. Ernst passa de longues périodes à Berlin pour remplir ses fonctions à la tête de la RSHA, mais la région de Salzkammergut était son ancre personnelle. Il connaissait bien la région des Alpes autrichiennes et les localités de la région, ce qui explique en partie pourquoi il choisit Altaussee comme dernier refuge lors de l'effondrement du Reich. C'était un terrain familier pour lui au sens le plus littéral. Pendant ce temps de 1943 jusqu'à la fin de la guerre, Ernst entretenait une relation stable avec sa maîtresse, la comtesse Gisela von Westarp, dont le nom complet était Gisela Margarete Wilhelmine Gräfin von Westarp, née le 27 juin 1920 à Wittenberg an der Elbe. C'était une jeune femme blonde aux yeux bleus de 23 ans de moins que Kaltenbrunner, issue d'une famille aristocratique prussienne. Son père était Albrecht Berengar Graf von Westarp et sa famille avait des racines dans la noblesse de Prusse orientale. Gisela avait travaillé au quartier général de Himmler à Berlin, où elle rencontra le général SS. Elle était mariée à Paul Wolf, un officier de la Wehrmacht né en Belgique d'un père allemand, mort au combat en Tunisie le 7 avril 1943. De ce mariage précédent, il avait déjà eu un fils, Jens Wolf, né le 4 juin 1940, décédé le 27 septembre 2013. La relation avec Kaltenbrunner a commencé alors que Paul Wolf était encore vivant au front, ajoutant une couche supplémentaire de complexité morale à l'histoire. Le 15 mars 1945, dans les dernières semaines de la guerre, Gisela donna naissance aux jumeaux Ursula et Wolfgang, dans des circonstances qu'elle-même décrivit plus tard avec un mélange de fierté et d'amertume. Les enfants naquirent dans l'écurie du domaine du prince Hohenlohe à Altaussee, dans les Alpes autrichiennes, car le prince leur avait offert un logement à leur arrivée dans les derniers jours chaotiques du conflit.
Gisela écrivit à sa mère que donner naissance dans une écurie la rendait presque digne de la croix de la mer, une référence ironique à la décoration nazie attribuée aux femmes allemandes pour avoir procréé abondamment pour le Reich. Gisela elle-même fit remarquer sarcastiquement qu'il avait fallu 12 ans à Madame Kaltenbrunner, l'épouse légitime, pour avoir 3 enfants, alors qu'elle les avait eus en 2 ans. Les jumeaux sont nés dans un écurie alpine alors que l'armée rouge écrasait Berlin. Lorsque l'effondrement du Reich devint évident, Kaltenbrunner déplaça son quartier général de Berlin à Altaussee, un petit village de montagne dans le Salzkammergut autrichien. La région a été conçue comme faisant partie du mythique Festung alpin, le dernier bastion auquel le haut commandement nazi aurait théoriquement résisté. En pratique, la forteresse n'a jamais existé en tant que telle. C'était une illusion de propagande démantelée en quelques jours. L'Osserland, qui abritait normalement environ 18 000 habitants, a été submergé à la fin de la guerre avec environ 80 000 personnes. Nazis en fuite, leurs familles, gouvernement collaborationniste en Europe de l'Est, documents classifiés et selon toutes les preuves disponibles, des tonnes de métaux précieux et d'objets pillés. Kaltenbrunner établit son siège à Villa Kerry, une propriété située dans les environs d'Altaussee qui appartenait historiquement à la famille Kerry, ancêtre du futur secrétaire d'État américain John Kerry. Un détail de ceux que l'histoire produit avec une certaine indifférence à l'ironie. À ses côtés se trouvaient plusieurs collaborateurs du RSHA, dont son assistant Arthur Scheidler et Wilhelm Oethel, chef du renseignement étranger. Werner Goetsch, l'idéologue de la RSHA, était également actif dans la région. Tous devinrent la proie du CTIC américain dans les jours qui suivirent. Durant cette dernière période, Kaltenbrunner possédait de grandes quantités d'or, de monnaie et d'objets de valeur enterrés dans les environs de la région. Un inventaire signé par le général S.S. Fröhling mentionnait 15 000 millions de marks en or, 200 millions de dollars américains, de faux billets sterling avec leurs plaques d'impression et d'autres matériaux précieux. À la fin de la guerre, une boîte contenant 60 kg d'or nazi fut trouvée dans le jardin de la villa où Kaltenbrunner avait résidé. À l'hiver 1945, plusieurs mois après la défaite, des pièces d'or commencèrent à apparaître dans différents jardins de la région. L'ampleur exacte du trésor transporté n'a jamais pu être établie avec exactitude, car les documents de la RSHA qui auraient permis sa reconstruction n'ont soit pas été trouvés, soit n'ont pas été capturés. Le 9 mai 1945, le sergent Robert E. Matheson du corps de contre-espionnage de l'armée américaine a commencé la recherche systématique de Kaltenbrunner. Matheson était le chef du détachement CAIC de la 80e division d'infanterie de la 3e armée. Avec son interprète Sidney Bruskin, il a construit un réseau d'informateurs à travers le mouvement de résistance autrichien, le Freiheitsbewegung. Il se rendit d'abord à Strobel, où sa femme Elisabeth vivait avec leurs enfants. Il trouva la villa, la fouilla, prit une photo de l'intérieur de la maison, qui fut la première véritable image de Kaltenbrunner que les Alliés possèdent, puis détenait Elisabeth pour interrogatoire. L'épouse n'a pas révélé la localisation de son mari. Il fut conduit au quartier général de la 80e division. Pendant ce temps, l'amante Gisela vivait avec les jumeaux nouveau-nés dans une autre villa à Altaussee. La recherche s'étendit jusqu'aux montagnes. Le 11 mai, des informations arrivèrent par les contacts de la résistance. Kaltenbrunner se cachait dans une cabane de chasse en haute altitude sur les Totgebirge, les montagnes mortes. Aux premières heures du matin du 12 au 13 mai, Matheson, Bruskin et un groupe d'infanterie accompagné de 4 guides autrichiens, d'anciens soldats de la Wehrmacht connaissant le terrain, se lancèrent dans une marche nocturne de 5 heures à travers 20 à 30 mètres de neige sur les pentes glacées. La traversée fut ardue, les arbres abattus par les avalanches bloquaient le passage, le pont sur le ruisseau Stammern avait été emporté par les crues printanières. Avant de partir, Matheson avait envoyé à Kaltenbrunner une note écrite par Gisela von Westarp elle-même. Elle lui avait demandé de se rendre aux soins des Américains avant que les Soviétiques ne le retrouvent. À l'aube du 13 mai, Matheson s'approcha seul de la cabane et frappa. Un homme qui n'était pas Kaltenbrunner, d'environ 35 ans et à l'allure dure, ouvrit la porte. Matheson lui tendit la note de Gisela. L'étranger le lut et dit qu'il ne connaissait personne nommé Kaltenbrunner, qu'il n'était qu'un voyageur de passage en route vers Bad Ischl.
À ce moment-là, il jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Mattsson et vit les guides autrichiens gravir la colline avec leurs fusils attachés. Il retourna dans la cabane et sortit un revolver de son pantalon accroché près du lit. Mattsson s'est déplacé du côté ouest de la cabane. Les guides s'arrêtèrent, alarmés, mais 10 minutes plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. Kaltenbrunner, son assistant Scheidler et 2 gardes SS sortirent, les mains levées. L'homme le plus puissant restant dans la SS après la mort de Himmler était en détention. En descendant vers Altaussee, l'épisode s'est produit, immortalisé dans les archives de l'USHMM grâce aux témoignages ultérieurs de Mattsson. Alors que le groupe passait devant la villa où Gisela et la femme de Scheidler, la femme nommée Iris Scheidler, séjournaient, les 2 femmes surgirent de la foule et se précipitèrent pour enlacer leurs hommes respectifs. Le geste de Gisela, qui appela Kaltenbrunner par son nom et le serra dans ses bras, permit de confirmer l'identité du détenu face à tout doute possible. Les chefs et les troupes savaient avec certitude qu'ils avaient le bon homme. Une note de la CIA sur l'arrestation note que les soldats américains étaient déjà convaincus de l'identification, mais que l'action spontanée de la maîtresse a levé toute ambiguïté. La reconnaissance affectueuse fut, ironiquement, le glas ultime. Gisela, qui avait mis ses enfants au monde dans une écurie alpine pour être proche de son amant dans les derniers jours du Reich, l'avait involontairement livré à la justice d'un câlin. La famille pendant le processus. Le procès contre les principaux criminels de guerre nazie débuta le 20 novembre 1945. Kaltenbrunner faisait partie des 24 accusés originaux, mais sa comparution a été retardée de plusieurs semaines car il a subi 2 hémorragies cérébrales dans les premiers jours du procès. Il fut transféré dans un hôpital militaire. Les autres accusés, qui le traitaient déjà froidement dès le début, ne lui ont même pas tendu la main en le voyant retourner au banc des accusés. Quand il essaya de saluer certains de ses collègues, le dégoût était visible. Son propre avocat de la défense, délibérément et avec une ostentation évidente, détourna le regard lorsque Kaltenbrunner lui tendit la main. Il était le paria de la cour du paria. La raison de cet isolement parmi les défendeurs eux-mêmes était complexe. D'une part, Kaltenbrunner représentait de la manière la plus directe l'appareil de terreur, la Gestapo, les camps, les massacres de masse. D'autres accusés pouvaient construire des défenses plus élaborées en fonction de la distance de commandement ou de la nature politico-diplomatique de leur position. Kaltenbrunner ne pouvait pas. Sa position était sans équivoque. Il était le chef de la machine d'extermination. En revanche, sa relation personnelle avec les autres hiérarques avait été tendue pendant la guerre. Même Himmler, selon certains récits, le craignait à cause de sa volatilité et de sa brutalité directe. Walter Schellenberg, le chef du renseignement extérieur de la SS, l'a décrit dans son témoignage comme un géant physique, un paranoïaque, un meurtrier et un alcoolique. Pendant que le processus avançait à Nuremberg, Elisabeth Kaltenbrunner resta en Autriche avec ses 3 enfants. Hans-Jörg avait 10 ans lorsque les procès commencèrent. Gertrude avait 8 ans. La petite Barbara venait à peine d'avoir 1 an. Pendant les mois du processus, ils furent soumis au processus de dénazification appliqué par les autorités alliées dans la zone d'occupation américaine de l'Autriche. La situation matérielle était précaire, le nom de famille était un fardeau, les biens des hiérarques nazis étaient confisqués ou contestés et la simple survie quotidienne pendant les années de fin d'après-guerre était une tâche qui consumait toutes les énergies. La RSHA, dont le chef avait supervisé l'expropriation de biens à des millions de juifs et de déportés, a laissé sa propre famille sans biens récupérables une fois le Reich tombé. La stratégie défensive de Kaltenbrunner lors du procès était de nier toute responsabilité directe. Il affirma que les ordres portant sa signature avaient été tamponnés par ses assistants à son insu, que sa position était nominale et que le véritable pouvoir était exercé par Himmler. Il a déclaré au tribunal « Je ne me sens coupable d'aucun crime de guerre. J'ai rempli mon devoir d'organe de renseignement et refuse de servir de substitut à Himmler. » Au psychiatre américain Leon Goldenson, qu'il a interrogé régulièrement dans sa cellule pendant plusieurs mois, il a dit « Il me considère comme un autre Himmler, je ne le suis pas. Les journaux me présentent comme un criminel, je n'ai jamais tué personne. » Dans une autre séance avec le même intervieweur, il a ajouté «
Je ne suis pas le dur et le dur que le public imagine probablement à cause de toutes les atrocités commises sous le commandement de Himmler dont je suis totalement innocent. J'ai été bien traité ici et je pense que vous voyez que je suis un homme raisonnable. La cour n'était pas convaincue. Les preuves documentaires étaient accablantes, des ordres signés par Kaltenbrunner concernant les déportations, les exécutions et le fonctionnement du système des camps de concentration. Le témoin espagnol Francisco Bois, photographe survivant du camp de Mauthausen, présenta des photographies à Nuremberg montrant Kaltenbrunner visitant le camp en compagnie du major Franz Zierreis et d'Heinrich Himmler, le commandant pointant les installations pendant que le visiteur observait. Sur ces images, Kaltenbrunner assistait à des démonstrations des méthodes d'exécution du champ. Le 30 septembre 1946, le tribunal le déclara non coupable uniquement de complot contre la paix, mais coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le lendemain, il fut condamné à mort par pendaison. Dans ses derniers jours à la prison de Nuremberg, Kaltenbrunner reçut la visite de 2 aumôniers militaires de l'armée américaine. Avant eux, il reconnut officiellement la paternité des jumeaux avec Gisela von Westarp. Le magazine allemand Der Spiegel publia une brève mention de l'événement des années plus tard, selon laquelle, dans cette reconnaissance devant les aumôniers, Kaltenbrunner avait agi avec la conscience de quelqu'un qui sait qu'il ne survivra pas et souhaite au moins laisser cette affaire réglée. La reconnaissance de la paternité eut des conséquences pratiques. Cela signifiait la reconnaissance légale d'Ursula et Wolfgang comme ses enfants, avec tout ce que cela impliquait pour une pension ou un héritage éventuel, bien qu'en pratique les biens de la personne exécutée fussent minimes. Une lettre qu'il écrivit depuis la prison à sa famille peu avant l'exécution laissa peu d'espoir matériel. Il y écrivait « Mon destin est entre les mains de Dieu. Je suis heureux de ne jamais avoir été séparé de lui. Je ne peux pas croire que je serai tenu responsable des erreurs de nos dirigeants, car en peu de temps d'activité, j'ai cherché à adopter une attitude raisonnable, à la fois intérieure et extérieure. Ils auraient dû prêter plus d'attention à mes paroles. Nous n'avons aucune propriété de valeur. Peut-être que la seule ressource pour toi est ma petite collection de timbres. » L'ironie de cette phrase, écrite par l'homme qui avait supervisé le transport de millions d'or et de bijoux volés à ses victimes de Berlin vers les Alpes, est l'une de celles que l'histoire produit sans besoin d'élaboration littéraire. Après l'exécution, Elisabeth Kaltenbrunner fut laissée seule avec ses 3 enfants en Autriche d'après-guerre. Elle était la veuve d'un homme condamné et exécuté comme criminel de guerre par le tribunal le plus solennel que le monde ait jamais connu. Son propre parcours en tant que membre du parti nazi et de la NS-Frauenschaft l'a exposé au processus de dénazification. Les archives disponibles ne documentent pas de procès spécifique contre elle, mais le processus de purge dans la zone d'occupation américaine autrichienne a été appliqué à tous les membres du parti avec des degrés de sévérité variables selon le grade et le type de participation. La dénazification en Autriche avait ses propres caractéristiques et, à bien des égards, plus permissive qu'en Allemagne. Le gouvernement autrichien a rapidement construit le récit de l'Autriche comme la première victime du nazisme, ce qui tendait à minimiser la responsabilité collective et à faciliter la réintégration des anciens nazis dans la vie civile. Ce récit était partiellement valide. L'Anschluss de 1938 était en fait une imposition allemande. Mais il ignora commodément qu'un pourcentage significatif d'Autrichiens avaient été des participants enthousiastes au projet nazi, que 8% de la population autrichienne étaient membres du parti, et que des Autrichiens comme Kaltenbrunner, Eichmann, Odilo Globoknik et d'autres avaient été des exécuteurs centraux de la Shoah. La loi d'amnistie de 1948 a réhabilité la plupart des petits nazis. Pour Elisabeth Kaltenbrunner, dont l'affiliation était relativement mineure comparée à celle de son mari, la réintégration était possible, mais non exempte de stigmatisation sociale. Les détails concrets de la vie d'Elisabeth après 1946 sont rares dans les archives historiques disponibles, reflétant une caractéristique commune à de nombreuses familles de criminels de guerre, le silence comme stratégie de survie. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que ces enfants ont grandi en Autriche et que l'aîné d'entre eux, Hans-Jörg, a suivi les traces de son père et de son grand-père paternel en tant qu'avocat. Hans-Jörg Kaltenbrunner, le seul fils des 3 enfants légitimes, est né le 28 février 1935.
Il avait 11 ans lorsque son père a été exécuté. Il a grandi en Autriche pendant la période d'occupation et de reconstruction alliée. Malgré le fardeau du nom de famille, il obtint un doctorat en droit et exerça comme avocat. L'historien Peter Black, qui a rédigé sa thèse de doctorat à l'Université Columbia en 1981 sur Kaltenbrunner et est devenu le principal biographe académique de cet homme exécuté, a interviewé Hans-Jörg vers 1977. Ces interviews, enregistrées sur cassette d'une durée totale de 90 minutes, sont conservées dans les archives du Musée de l'Holocauste des États-Unis. Dans les forums spécialisés de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, un texte hommage posthume écrit par le club d'échecs de Grammastetten, en Autriche, met en lumière des aspects de la personnalité de Hans-Jörg avec des détails uniques. Il fut le fondateur et président honoraire du club, polyglotte qui maîtrisa l'anglais et le latin d'Oxford avec précision, et grâce à des tournois internationaux d'échecs, il rencontra des personnalités éminentes. L'entrée la plus frappante de l'hommage mentionne que Bobby Fischer, champion du monde d'échecs, a rendu visite à Grammastetten le 25 septembre 1999 et lui a montré en personne le jeu qui lui avait valu le titre mondial. Le texte le décrit comme un cosmopolite hautement instruit qui avait eu une jeunesse difficile. L'expression « jeunesse dure » dans ce contexte a un poids spécifique que la nécrologie du club ne détaille pas, mais que tout lecteur peut déduire. Grandir avec le nom de famille Kaltenbrunner dans l'Autriche d'après-guerre, c'était naviguer dans un champ de mines sociales combinant stigmatisation extérieure à ce qui devait être une intense quête intérieure d'identité personnelle. Hans-Jörg a exercé le droit pendant des décennies, a été un mécène des activités culturelles locales, notamment le club d'échecs, et est décédé le 31 décembre 2007, dernier jour de l'année, d'une crise cardiaque lors d'une réunion d'affaires à Budapest. La situation de mourir à l'étranger lors d'un voyage de travail a quelque chose de cohérent avec le profil d'un homme qui avait bâti sa vie sur la mobilité intellectuelle et la connexion internationale comme mécanisme d'évasion de la géographie d'origine. Il n'existe aucun document public de ses déclarations concernant son père. Les deux filles, Gertrude, née en 1937, et Barbara, née en 1944, gardaient un profil encore plus discret. Il n'existe aucun document public significatif sur leur vie. Sur le forum Axis History, plusieurs publications des années 2000 et 2010 mentionnent des chercheurs cherchant des informations sur les enfants et petits-enfants de Kaltenbrunner. Un message de 2012 de quelqu'un prétendant être lié à l'une des filles dit simplement « Je suis lié à lui par l'une des 3 filles », sans donner de détails supplémentaires. Un autre message plus ancien de chercheurs affirmant avoir des informations très explosives sur les petits-enfants avant de le publier n'a jamais abouti à une publication vérifiable. Ces fragments suggèrent que la descendance existe et se poursuit dans la 2e et la 3e génération, mais qu'il a pris la décision collective de conserver autant de discrétion que possible. Le schéma de silence des filles Kaltenbrunner contraste avec des affaires telles que celle de Niklas Frank, fils du gouverneur général Hans Frank, également exécuté à Nuremberg, qui publia en 1987 une dénonciation dévastatrice des crimes de son père et continue de le faire publiquement à ce jour. Le choix du silence n'implique pas nécessairement l'absence d'un processus interne d'élaboration du passé, mais une évaluation différente du rapport coût-bénéfice de la parole. Dans les petits contextes du centre de l'Autriche, où le nom de famille Kaltenbrunner est aussi reconnaissable qu'ailleurs, la discrétion est la seule armure disponible. L'amant, les jumeaux et les frères. La situation de Gisela von Westarp à la fin de la guerre était, à plusieurs égards, plus compliquée que celle de l'épouse légitime. Elle était une comtesse prussienne de 24 ans, veuve de guerre, avec 3 enfants sous sa garde, l'aîné, Jens Wolf, issu de son mariage avec Paul Wolf, et les jumeaux Ursula et Wolfgang Kaltenbrunner, âgés de quelques semaines à peine lorsque leur père a été arrêté. Ils vivaient dans une villa à Altaussee, au cœur du monde qui venait de s'effondrer. Elle avait été arrêtée, puis relâchée après la capture de Kaltenbrunner. Les forces américaines ont interrogé Gisela dans le cadre du processus de collecte d'informations sur les derniers jours de la RSHA. Le récit de l'agent Matheson sur son arrivée à la villa où Gisela vivait avant de trouver Kaltenbrunner décrit une femme de grande taille, blonde, portant des lunettes foncées, qui ouvrit la porte.
Lorsque Matson l'informa qu'elle était détenue et devait l'accompagner, Gisela monta à l'étage supérieur du bâtiment, vraisemblablement pour chercher l'enfant. Elle est ensuite sortie et a été conduite sans incident. Plus tard, lors de l'identification finale de Kaltenbrunner, c'est son étreinte spontanée qui confirma la capture. Le CIC interpréta que le geste n'avait pas été planifié. S'il avait été délibéré, Gisela se serait abstenue de dénoncer son amant. C'était un acte d'amour réflexe aux conséquences fatales. Selon les informations qui ont circulé plus tard grâce à la référence citée dans Der Spiegel et rassemblée dans le forum d'histoire de l'Axe, Gisela et les jumeaux ont fini par vivre dans une petite chambre avec 2 pièces en périphérie de Munich. De l'aristocratie prussienne et des privilèges liés au fait d'être la maîtresse du 2e homme le plus puissant de la SS, elle passa à l'austérité radicale de l'Allemagne de l'Ouest d'après-guerre. La reconnaissance de paternité par Kaltenbrunner aux aumôniers avant son exécution laissa les jumeaux dans une position juridique certaine, mais en pratique, les biens de l'exécuté n'existaient pas ou étaient dispersés au fond de lacs ou enterrés dans des collines inaccessibles. Gisela von Westarp est décédée le 2 juin 1983 à Munich. Sa tombe se trouve dans le Westfriedhof de cette ville, cataloguée par des chercheurs généalogiques qui ont également documenté son premier fils, Jens Wolf, né en 1940 et décédé en 2013. Il avait 62 ans au moment de sa mort et n'a jamais fait de déclaration publique documentée sur Kaltenbrunner, le Reich ou la guerre. 40 ans après la fin du Reich s'écoulèrent sans parler. L'historiographie ne peut pas accéder à ce qu'elle pensait. Des jumeaux Ursula et Wolfgang Kaltenbrunner, nés dans l'écurie alpine le 15 mars 1945, il n'existe pratiquement aucune information publique disponible au-delà des archives généalogiques et mentions dans les archives académiques de Peter Black. Ils sont nés alors qu'il ne restait plus de 2 mois de vie au Reich. Ils avaient un père qu'ils n'ont pas connu avant qu'il ne soit exécuté, alors qu'ils avaient 7 mois. Ils ont grandi avec une mère qui est passée de la noblesse prussienne à une chambre à 2 pièces à Munich. Le nom de famille Kaltenbrunner, avec tout son poids, est le seul fil documentaire qui les relie à l'histoire enregistrée. Ils sont peut-être les victimes les plus invisibles de toute cette histoire. Enfants d'un auteur, nés au moment de l'effondrement, élevés dans la pauvreté et le silence. Les frères d'Ernst Kaltenbrunner avaient également été actifs dans l'appareil nazi, bien que dans des postes beaucoup moins importants. Werner Kaltenbrunner, le frère du milieu, était avocat à Vöcklabruck et avait atteint le grade d'Untersturmführer dans la SS avec le numéro 487 762. Roland Kaltenbrunner, le jeune, était devenu secrétaire au commerce du Gau Oberdonaut du NSDAP à Linz et portait le grade de SS Obersturmführer avec le numéro 309 461. Tous deux avaient des dossiers en tant que membres du parti et de la SS, bien que leurs rôles fussent administratifs et non directement liés aux opérations d'extermination. Le processus de dénazification dans la zone américaine d'Autriche a affecté les deux. Les anciens membres de la SS, quel que soit leur grade, étaient poursuivis et devaient passer par les commissions de purge. Cependant, comme déjà mentionné, la dénazification autrichienne était notoirement plus laxiste que celle allemande, surtout après 1948, lorsque la loi d'amnistie réintégra la plupart des soi-disant « petits criminels ». Werner et Roland n'apparaissent pas dans les dossiers des procès pour crimes de guerre et auraient apparemment été réintégrés dans la vie civile. Les archives généalogiques les mentionnent, mais sans information biographique après la fin de la guerre. Son neveu Michel Kaltenbrunner, qui en 2014 avait environ 79 ans et est donc né vers 1935, est vraisemblablement le fils de l'un des frères d'Ernst. Son nom de famille le relie à la famille directe de l'homme exécuté. Le fait qu'il ait porté le nom de Kaltenbrunner pendant 80 ans en Autriche et qu'il ait décidé de s'exprimer publiquement seulement en 2014, ému par un film hollywoodien, en dit long sur le poids accumulé du silence familial. Dans son interview avec le journaliste autrichien, Michel a été la première personne portant ce nom de famille à s'aventurer dans l'espace public pour parler du passé de son oncle. Et ce qu'il a choisi de dire, c'était à propos du trésor et des œuvres d'art sauvées, pas des crimes. Le nom de famille partagé avec le frère exécuté ne facilita pas la vie de Werner, Roland ou de leurs descendants. Kaltenbrunner était, après Nuremberg, un nom associé au plus haut niveau de l'appareil d'extermination.
Être le frère ou le neveu de cet homme dans une petite communauté autrichienne était une marque que personne ne pouvait ignorer. La stratégie naturelle était la disparition du registre public, l'exercice discret des professions et le non-verbal. Le même schéma fut adopté par les familles d'autres prisonniers exécutés de Nuremberg. Le trésor, le lac et les mystères alpins. Dans les derniers jours de la guerre, alors que Kaltenbrunner opérait depuis Altaussee, des quantités de richesses matérielles s'accumulèrent autour de lui, dont l'ampleur exacte n'a jamais été déterminée. La RSHA et la SD avaient apporté des documents classifiés, des objets d'art volés, des devises étrangères et des métaux précieux dans la région alpine. Une partie de ce matériel était cachée dans les environs de la région. Une partie de ce système a été jetée dans les lacs de la région, et une partie disparut simplement dans le chaos des derniers jours avec les hommes qui l'avaient transporté. Le lac Toplitz, situé dans les montagnes Tot-Gebirge, à environ 65 km au sud-est de Salzbourg, devint l'épicentre de l'une des légendes les plus persistantes de l'après-guerre. Des témoignages locaux recueillis immédiatement après la guerre parlaient de convois de camions fortement gardés par la SS qui arrivèrent sur le lac dans les premiers jours de mai 1945, déchargeaient des boîtes dans des bateaux et les coulaient dans ses eaux profondes. Le lac présente des caractéristiques physiques extraordinaires. Seuls les 18 premiers mètres d'eau sont oxygénés et contiennent de la vie. En dessous, l'eau est fortement salée et anoxique, ce qui signifie que rien ne se décompose. Tout objet qui dépasse cette couche de séparation reste parfaitement conservé dans des conditions d'obscurité totale et de pression extrême. En 1959, une équipe autrichienne de sauvetage récupéra plusieurs de ces boîtes au fond. Elles contenaient de faux billets sterling d'une valeur nominale de 700 millions de livres sterling, le produit de l'opération Bernard, le plan nazi visant à détruire l'économie britannique, en inondant le marché de billets contrefaits dont les billets étaient indiscernables des vrais. Les plaques d'impression ont également été retrouvées. Les billets avaient été fabriqués à partir de 1942 par des prisonniers du camp de concentration de Sachsenhausen, en périphérie de Berlin. L'opération avait produit suffisamment de fausses monnaies pour créer de sérieux problèmes à la Banque d'Angleterre si elle avait été largement distribuée, ce qui n'a finalement pas eu lieu à cause de l'effondrement du Reich. Le lac Toplitz est devenu le sujet de nombreuses expéditions de recherche pendant des décennies. Plusieurs plongeurs sont morts en essayant de l'explorer. En 1963, les autorités autrichiennes ont interdit la plongée. En 1983, le biologiste allemand Hans Fricke obtint l'autorisation d'explorer les profondeurs avec une capsule sous-marine et trouva le lit recouvert de débris militaires, restes de torpilles et de machines de guerre, preuve que le lac avait également été un terrain d'essai pour les armes navales pendant la guerre. Les couches de troncs déposées par le passage du temps et les avalanches rendaient toute exploration systématique pratiquement impossible. En 2005, une autre expédition autorisée a été réalisée avec le soutien de la société Discovery Network. Le résultat était, encore une fois, fondamentalement vide en termes de trésors hypothétiques en or et en devises étrangères. En 2001, une découverte a eu lieu qui a ravivé toutes les rumeurs. Un touriste néerlandais en vacances a effectué une plongée récréative dans le lac Altaussee, à moins de 5 km du Toplitz, dans des eaux peu profondes. Au fond, il trouva ce qui ressemblait à un objet métallique. Lors de l'examen des experts, il s'est avéré qu'il s'agissait du sceau personnel officiel d'Ernst Kaltenbrunner, gravé de l'inscription « Chef der Sicherheitspolizei und des SD », c'est-à-dire « chef de la police de sécurité et du SD ». Le morceau était resté au fond du lac pendant 56 ans. Tout indiquait que Kaltenbrunner l'avait jeté à l'eau en fuyant les Américains et avant d'essayer de se cacher dans la montagne sous une fausse identité. Cette découverte reliait directement Kaltenbrunner à la région et alimentait les spéculations sur ce qui pourrait se trouver dans les lacs environnants. Outre les actifs liquides, il existait une autre catégorie d'actifs dont la localisation n'a jamais été établie, les documents classifiés de la RSHA. L'appareil de sécurité nazi a généré des millions de pages de documentation sur ces opérations. Les dossiers capturés par les Alliés étaient incomplets. Des parties significatives n'apparurent jamais.
Des chercheurs de la série télévisée Hunting Hitler ont consacré un épisode à la recherche de plus d'une tonne métrique de documents du RSHA que Kaltenbrunner aurait transportés dans les Alpes dans les derniers mois de la guerre. L'hypothèse est qu'une partie de cette documentation pourrait se trouver au bas du Toplitz ou dans des cachettes montagneuses de la région. Les informations sur les agents, collaborateurs, réseaux de renseignement et opérations secrètes que ces documents pourraient contenir ont une pertinence historique qui n'a pas diminué au fil du temps. En 2014, Michel Kaltenbrunner, le neveu de l'exécuté, a pris la parole publiquement pour la première fois au sujet du trésor. C'était la première déclaration d'un membre de la famille sur ce sujet. Il déclara « Je peux garantir qu'il y a beaucoup d'or et de grands trésors à l'intérieur. » Ces affirmations sur l'emplacement exact du trésor étaient vagues, indiquant qu'il se trouverait déjà dans la zone où les billets faux avaient déjà été découverts en 1959. Michel décrivit aussi le rôle de son oncle dans le sauvetage des œuvres d'art des mines de sel d'Altosee. Il aurait donné l'ordre de neutraliser les bombes que le Gauleiter Gruber avait ordonné de tout détruire avant la reddition. Cet épisode de l'art sauvé possède une solide documentation historique, bien que le rôle exact de Kaltenbrunner y soit contesté. Dans les mines d'Altosee étaient conservées plus de 6000 œuvres d'art volées par les nazis à travers l'Europe. La Vierge de Bruges de Michel-Ange, le Polyptyque de Gand de Jan van Eyck, l'Astronome de Vermeer, des œuvres de Rembrandt, Rubens et de centaines d'autres maîtres. Gruber avait placé des bombes de 500 kg à l'intérieur dans l'intention de les faire exploser avant la reddition. Le directeur de la mine, Emmerich Pöschmüller, et des mineurs locaux désamorcèrent les bombes dans la nuit du 3 au 4 mai 1945. Si Kaltenbrunner donna des ordres en ce sens, il agissait contre les directives d'Hitler qui avait ordonné la destruction de tout ce qui pouvait être utile à l'ennemi, la soi-disant politique de la terre brûlée du décret Néron de 1945. Son neveu Michel affirma que son oncle avait explicitement donné l'ordre de ne pas détruire l'œuvre. Le livre du journaliste autrichien Konrad Kramar, Mission Michelangelo, reflète cette thèse. Mais la documentation directe d'un ordre de Kaltenbrunner à cet effet n'a pas été confirmée par des sources primaires indépendantes. La dénazification et ses limites en Autriche, le contexte du silence et de Peter Black. Pour comprendre le comportement d'après-guerre de la famille Kaltenbrunner, il est essentiel de comprendre le contexte spécifique de l'Autriche. Contrairement à l'Allemagne de l'Ouest, où le processus de Vergangenheitsbewältigung élaborait le passé, était progressif mais durable pendant des décennies, l'Autriche construisit à partir de 1945 un récit officiel des victimes collectives du nazisme. La déclaration d'indépendance du 27 avril 1945 proclamait que l'Autriche avait été occupée et annexée de force par l'Allemagne nazie en 1938. Ce récit avait une base partielle factuelle. L'Anschluss était une imposition allemande avec une collaboration interne enthousiaste, mais il ignorait commodément qu'un pourcentage significatif d'Autrichiens avaient été des participants volontaires au projet nazi. 8% de la population autrichienne étaient membres du parti. Des Autrichiens tels que Kaltenbrunner, Eichmann, Odilo Globocznik et d'autres avaient été des exécuteurs centraux de la Shoah. Et pourtant, le récit collectif de la victime a prospéré pendant des décennies, avec la bénédiction tacite des Alliés qui avaient besoin d'une Autriche stable et coopérative pendant la guerre froide. Dans ce cadre, la dénazification autrichienne était ce que les historiens ont qualifié de douce. Les tribunaux populaires ont traité 137 000 affaires entre 1945 et 1948 et ont prononcé 43 condamnations à mort, dont 30 ont été exécutées. En 1948, la loi d'amnistie accorda le pardon aux soi-disant petits nazis, c'est-à-dire aux membres mineurs. Cela a réhabilité des centaines de milliers de personnes et leur a permis de reprendre leur profession et de participer à la vie publique. L'effet fut qu'à la fin des années 1940, les anciens nazis intégrés dans toutes les institutions étaient si courants qu'ils n'attiraient presque plus l'attention. La seule monographie savante existante sur la dénazification en Autriche, écrite par l'historien Dieter Stiefel en 1981, la décrivait comme une intervention infondée et incompétente des vainqueurs dans les affaires intérieures du pays. Cette perspective, qui minimisait la responsabilité autrichienne,
domina le discours public jusqu'au scandale Waldheim de 1986, lorsqu'il fut révélé que le candidat à la présidence Kurt Waldheim avait menti sur son passé en tant qu'officier de la Wehrmacht. L'affaire Waldheim a d'abord déclenché un vaste débat autrichien sur la complicité nationale avec le nazisme. Mais en 1986, les enfants de Kaltenbrunn étaient des adultes qui avaient construit toute leur vie sous le régime précédent de silence. Dans ce contexte, la famille Kaltenbrunner n'était pas la seule à rechercher l'anonymat. Il faisait partie des nombreuses familles de coupables qui ont dû naviguer la transition du Reich vers le monde d'après-guerre. Ce qui était particulier dans son affaire, c'était le degré d'exposition publique. Le nom d'Ernst Kaltenbrunner avait résonné lors des procès de Nuremberg, suivis par des millions de personnes à travers le monde. Il n'était pas un criminel local qu'on pouvait facilement oublier. Il fut l'un des 12 hommes pendus lors du plus célèbre petit matin du XXe siècle en termes judiciaires. Ce degré de notoriété rendait le silence familial non seulement une option discrète, mais aussi une nécessité pour la survie sociale. La seule fenêtre académique rigoureuse sur la vie des Kaltenbrunner dans la période d'après-guerre a été ouverte par l'historien américain Peter R. Black avec sa thèse de doctorat de 1981 à l'Université Columbia intitulée « Engagement idéologique et politique personnel dans le Troisième Reich, le cas d'Ernst Kaltenbrunner ». Black a ensuite été historien principal au Musée américain de l'Holocauste. En 1991, il a publié la version allemande sous le titre Ernst Kaltenbrunner, Vasall Himmlers, eine SS-Karriere, ce qui signifie vassal de Himmler, une carrière dans la SS qui reste la seule biographie académique exhaustive disponible sur les réalisés. Pour ses recherches, Black a interviewé Hans-Jörg Kaltenbrunner ainsi que Wilhelm Oettl, Otto Holzinger et Leopold Tavs, parmi d'autres collaborateurs d'Ernst pendant la guerre, vers 1977. Les enregistrements sur cassette ont été donnés par Black à l'USHMM en 2010 et sont listés sur le site de l'infrastructure européenne de recherche sur l'Holocauste. L'interview orale avec Hans-Jörg Kaltenbrunner dure 90 minutes sur 2 cassettes. C'est la seule intervention directe d'un proche de la personne exécutée qui soit entré dans le domaine semi-public d'une archive institutionnelle. Est également déposée dans ces archives une carte postale écrite par Ernst Kaltenbrunner à son fils Hans-Jörg en 1944, alors que le garçon avait 9 ans. Le document n'a pas été reproduit ni cité dans des publications accessibles, mais son existence confirme qu'il existait, du moins à cette époque, une forme de communication affective entre le père et le fils aîné. Une carte postale d'un père à son fils de 9 ans, écrite alors que ce père supervisait l'appareil d'extermination de masse depuis Berlin, est l'un de ces artefacts qui condensent la dualité insupportable du nazisme ordinaire. Le travail de Black a établi de manière définitive que Kaltenbrunner n'était pas le signataire ignorant et passif des documents qu'il revendiquait lui-même à Nuremberg, mais un opérateur actif et idéologiquement engagé qui supervisait et participait aux décisions relatives aux meurtres de masse. En même temps, le livre offre des nuances sur la psychologie de l'homme, son amour sincère des échecs, sa compétence en tant que violoniste amateur, sa vie familiale en Autriche, coexistait avec une responsabilité directe de millions de morts. La compartimentation psychologique qui permet ce type de coexistence est l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire du nazisme, et les enfants de Kaltenbrunn ont vécu dans cette compartimentation sans en comprendre les conséquences extérieures jusqu'à ce que le monde entier la leur présente sous la forme d'un tribunal international. Le sort de la famille Kaltenbrunner ne fut pas exceptionnel parmi les proches des exécutés à Nuremberg, bien que chaque affaire ait ses particularités. Comparer les schémas nous permet de mieux comprendre les mécanismes d'adaptation et de survie dans l'Europe d'après-guerre. La famille de Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, également exécuté en octobre 1946, choisit le récit actif. Son épouse Annelies publia des mémoires dans le but de réhabiliter la mémoire de son mari. Son fils Rudolf von Ribbentrop, officier dans la Waffen-SS, écrivit ses propres mémoires des décennies plus tard. La voix active avait ses conséquences en termes de critique publique, mais lui permettait aussi de maintenir une présence dans le discours historique. La famille de Hans Frank, gouverneur général de Pologne, exécuté en octobre 1946,
produisit le cas le plus connu de rupture générationnelle. Son fils Niklas Frank, né en 1939, est devenu journaliste et a publié en 1987 Der Vater, un livre dévastateur qui dénonçait les crimes de Hans Frank sans palliatif. Niklas voyage périodiquement à travers l'Allemagne et la Pologne avec une photographie du cadavre de son père suspendu à la potence de Nuremberg, dans ce qu'il décrit comme un acte de nécessité morale. C'est l'antithèse du silence adopté par les Kaltenbrunner. Le cas de la famille Himmler est sans doute le plus analysé sur le plan académique. Le Reichsführer SS s'est suicidé avant d'être capturé en mai 1945, mais son frère Gebhard Himmler a vécu jusqu'en 1982 sans avoir publiquement condamné Heinrich. En 2005, sa petite-fille Catherine Himmler, fille de Gebhard Jr., a publié The Brother, un livre sur la famille Himmler dans le nazisme, à la fois une enquête historique et un acte d'élaboration du passé. Catherine Himmler a adopté une position de reconnaissance explicite des crimes commis par son grand-oncle. C'est une autre réponse possible au poids du nom de famille. Les Kaltenbrunner n'ont produit aucun équivalent à Catherine Himmler. La famille de Julius Streicher, le pornographe de l'antisémitisme, offre l'exemple le plus sombre de continuité. Son fils Lothar Streicher a poursuivi pendant des décennies l'activisme d'extrême droite en Allemagne, ce qui a conduit à des condamnations judiciaires. Les Kaltenbrunner n'ont aucun dossier documenté de continuité idéologique. Le fils Hans-Jörg était avocat et joueur d'échecs. Il n'existe aucun enregistrement d'affiliation politique problématique. Si la seconde génération conservait une quelconque sympathie pour les idées du père, ce fut dans un domaine totalement privé et sans aucune trace dans le registre public. Un schéma que les Kaltenbrunner partageaient avec d'autres familles d'auteurs était l'utilisation des possibilités offertes par la dénazification permissive autrichienne, rester dans le pays d'origine, exercer des professions libérales et maintenir un profil civil discret. En Allemagne, de nombreuses familles de coupables ont émigré vers d'autres pays européens ou en Amérique latine. Les Kaltenbrunner restèrent en Autriche, dans la région de l'Oberösterreich, où ils avaient des racines dans les générations précédentes. La permanence territoriale était une autre forme de normalisation. Continuer à faire partie du tissu social d'une communauté où le nom de famille était connu, mais où les règles de non-communication étaient également connues et respectées. Le poids du nom de famille, identité et mémoire dans les générations suivantes. L'un des débats les plus persistants en psychologie historique et en philosophie morale est de savoir si les descendants des auteurs portent une quelconque responsabilité dans les crimes de leurs ancêtres. La réponse juridique est claire. La responsabilité pénale est personnelle et non transférable. Mais la responsabilité morale et le fardeau psychologique sont une autre question, bien plus complexe. Entre 1985 et 1988, le psychologue israélien Dan Bar-On a mené des entretiens avec 13 enfants adultes d'auteurs nazis, dont il a publié les résultats en 1989 sous le titre « Héritage du silence ». Les résultats étaient cohérents. La plupart avaient grandi dans des familles où le passé du père était un sujet absolument tabou. Beaucoup ne savaient rien des véritables activités de leurs parents avant d'atteindre l'âge adulte et d'accéder à des sources extérieures, livres d'histoire, films, articles de journaux. La rupture entre l'image domestique du père et l'image historique de l'auteur a provoqué une scission psychologique que les descendants ont dû résoudre d'une manière ou d'une autre. Certains l'ont fait en niant, d'autres acceptaient avec horreur, et très peu deviennent des porte-parole actifs de la mémoire comme Niklas Frank. Pour les fils de Kaltenbrunner, la situation comportait des caractéristiques spécifiques supplémentaires. Le père a été exécuté alors que Hans-Jörg avait 11 ans, Gertrude 9 et Barbara seulement 2. Le fait que le père soit mort alors que les enfants étaient si jeunes, et dans les circonstances les plus dramatiques possibles, produit un type d'absence plus complexe que la simple mort naturelle. Le père est à la fois quelqu'un dont il n'y a aucun souvenir personnel significatif et quelqu'un dont l'ombre est omniprésente dans le monde extérieur. L'enfance de Hans-Jörg se déroula durant les années de l'occupation alliée de l'Autriche, entouré de preuves des crimes du Reich, avec un nom de famille qui était une coordonnée directe avec le cœur de cet appareil criminel.
Gérer cette réalité à partir de l'âge de 11 ans est une tâche d'une telle complexité que les archives historiques disponibles ne nous permettent pas de les reconstituer avec précision. Le fait que Hans-Jörg ait choisi la même profession que son père, le droit, et aussi la même que son grand-père Hugo, est un fait qui admet de multiples interprétations. Cela pourrait être une reproduction inconsciente de modèles familiaux, une manière de démontrer une compétence légitime dans le même domaine que le père exerçait avant de rejoindre la SSS, ou simplement le choix le plus naturel compte tenu de l'environnement familial et culturel. Cela pourrait aussi être une façon de prétendre que les Kaltenbrunner pouvaient être avocats sans être des criminels, que le nom de famille avait une autre histoire avant la SS. Ce qui est documentable, c'est qu'il exerçait le droit de manière respectable, sans aucun scandale lié à son nom de famille, et qu'il trouvait dans les échecs un espace de sociabilité internationale où l'identité pouvait se construire sur le mérite intellectuel, indépendamment de la généalogie. La question de savoir si les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Kaltenbrunner, qui seront adultes en 2026, portent ce nom de famille est pratiquement impossible à établir avec des données publiques disponibles. Le nom de famille Kaltenbrunner n'est pas inhabituel en Autriche, et de nombreux porteurs de ce nom n'ont aucun lien avec Ernst. Les descendants directs de la personne exécutée pouvaient avoir gardé le nom de famille ou choisi de le changer, une possibilité légale en Autriche. Les réseaux généalogiques en ligne disposent de registres partiels suggérant qu'au moins certains descendants conservent le nom de famille, mais la confidentialité des individus rend ces informations par définition incomplètes. En 2026, 8 décennies après l'exécution d'Ernst Kaltenbrunner, les contours du sort de sa famille restent largement flous. Ce que l'histoire enregistrée peut confirmer, c'est un squelette de faits. 5 enfants de 2 mères différentes, un nom de famille chargé de passé criminel, des décennies de silence, un fils avocat mort à Budapest, un amant décédé à Munich, un neveu qui a parlé d'un trésor, des documents d'après-guerre conservés dans les archives de l'USHMM. Le lac Toplitz n'a toujours pas révélé ses principaux secrets, s'il en a à livrer au-delà des contrefaçons déjà récupérées. Les autorités environnementales autrichiennes ont tenté d'interdire de nouvelles plongées pour protéger l'écosystème du lac, dont les eaux en dessous de 18 mètres sont anoxiques et contiennent des organismes uniques, dont la bactérie que Hans Fricke a identifiée dans les années 1980 comme nouvelle pour la science. Le lac n'a pas seulement une histoire humaine, il possède aussi une histoire naturelle spécifique. Le timbre personnel d'Ernst Kaltenbrunner, retrouvé en 2001 à l'Altausee, est en possession des autorités autrichiennes et a parfois été exposé dans des expositions sur la Seconde Guerre mondiale et sur la période où Altausee était un refuge nazi. C'est l'un des rares objets matériels directement liés à celui-ci qui subsiste de manière accessible. Ces restes physiques n'existent pas. Le corps fut incinéré et les cendres dispersées dans un affluent de l'Isar pour empêcher tout lieu de culte. Les archives de l'USHMM à Washington contiennent les enregistrements des entretiens avec Hans-Jörg Kaltenbrunner menés par Peter Black. L'accès à ces enregistrements est régi par des protocoles de confidentialité que le musée applique aux documents oraux lorsqu'ils concernent des personnes dont les descendants pourraient être vivants. Aucune transcription complète des actes n'a été publiée. La carte postale de 1944 d'Ernst à Hans-Jörg se trouve également dans ses archives, sans reproduction accessible. La biographie de Black, Himmlers Vassal, publiée en 1991 en allemand, reste la seule monographie savante sur Ernst Kaltenbrunner. Aucune étude n'a été publiée dédiée à la famille de l'homme exécuté, contrairement à ce qui s'est passé avec les familles des autres auteurs. Les Kaltenbrunner ont accompli ce qu'ils cherchaient depuis des décennies, restés hors du radar de l'histoire populaire. Le prix de cet anonymat, c'est que l'histoire qu'ils pourraient raconter sur la façon de vivre avec ce nom de famille, de la façon dont cet héritage est développé et de la façon dont une vie se construit sur les marges de ce passé, reste inaccessible. La question de savoir ce que savent les descendants d'aujourd'hui sur ce trésor possible est, peut-être, la plus pratiquement intrigante. Si Mitchell Kaltenbrunner avait suffisamment d'informations en 2014 pour affirmer avec certitude qu'il y avait de l'or dans le Toplitz, cette information devait venir de quelque part, des histoires familiales transmises oralement de génération en génération.
de documents ou de lettres conservées, ou de la connaissance directe de ceux qui transportèrent ce matériel en 1945. La transmission orale de tels secrets dans des familles qui maintiennent le silence public mais pas le silence interne est un phénomène bien documenté dans la littérature sur les familles des auteurs. Le silence extérieur et l'histoire intérieure sont deux registres parallèles qui coexistent depuis des générations. Les interrogatoires de Nuremberg, ce que Kaltenbrunner a révélé sur sa famille. Les interrogatoires préalables au procès et les entretiens avec le psychiatre Leon Goldenson offrent des extraits uniques sur la façon dont Kaltenbrunner percevait lui-même sa famille et les aspects de sa vie privée qu'il était prêt à discuter. Goldenson a interviewé tous les principaux accusés de Nuremberg entre janvier et août 1946 dans leur cellule, et ses notes, publiées à titre posthume en 2004 sous le titre « Les entretiens de Nuremberg », comprennent plusieurs séances avec Kaltenbrunner. Dans ces entretiens, Kaltenbrunner parlait avec fierté de sa formation juridique, de sa vision de l'Autriche comme véritable patrie et de son amour pour la musique classique. Il parlait aussi de la situation de sa famille avec un mélange d'inquiétude pragmatique et de détachement émotionnel que Goldenson trouvait remarquable. Kaltenbrunner semblait plus préoccupé par l'image qu'il avait laissée dans les archives historiques que par la situation concrète d'Elisabeth et de ses enfants. Ses efforts pendant le procès visaient à convaincre la cour et la postérité qu'il était un homme raisonnable et non un monstre, mais que la préoccupation pour la situation matérielle et émotionnelle de sa famille occupait moins de place dans ses déclarations. Lors d'une séance avec Goldenson, Kaltenbrunner s'adressa à Gisela von Westarp et aux jumeaux avec une véritable affection. Interrogé par l'agent Matheson dans les jours suivant la capture, l'un des témoins a souligné que la seule fois où le masque d'indifférence de Kaltenbrunner s'est fissuré fut lorsque Matheson a mentionné le nom de Gisela. À ce moment-là, il hocha la tête et posa plusieurs questions à son sujet. Il était la seule personne pour qui il exprimait une préoccupation personnelle directe dans ce contexte. Le document de la CIA sur les derniers jours de Kaltenbrunner, signé par Matheson et déclassifié des décennies plus tard, décrit la période d'interrogatoire au quartier général de la 80e division, puis au camp 020 en Angleterre près de Richmond, où les Britanniques l'ont soumis à un traitement inhabituel. Le document ne précise pas en quoi consistait ce traitement, mais le camp 020 était le principal centre d'interrogatoire du M5 pour les prisonniers de grande valeur, où des techniques de pression psychologique intenses étaient appliquées. La référence de l'agent américain à cette période comme étant un traitement inhabituel dans le contexte de la civilité britannique coutumière suggère que l'intensité de l'interrogatoire était remarquable même selon les standards de cet endroit. Ce que Kaltenbrunner a révélé ou n'a pas révélé lors de ses interrogatoires sur la localisation du trésor, sur les documents classifiés de la RSHA et sur les réseaux de renseignement qu'il avait construits, c'est une partie des informations qui restent classifiées ou non disponibles dans les archives publiques. Il est possible que les archives de ces interrogatoires contiennent des informations sur la façon dont il s'attendait à ce que sa famille survive financièrement après la guerre, s'il avait laissé des instructions sur le trésor ou sur la nature exacte des biens qu'il avait remis entre les mains des Alliés. Cette information, si elle existe, n'a pas été publiée. Ernst Kaltenbrunner apparaît dans de nombreux films, documentaires et séries sur le nazisme. Il a joué dans plusieurs productions sur les procès de Nuremberg. L'émission télévisée Hunting Hitler de la chaîne History l'a utilisé comme personnage central dans ses épisodes sur le trésor nazi. Le livre de John Toland, The Last Sundays, le mentionne dans le contexte des derniers jours du Reich. Le film The Monuments ne l'incluait pas comme personnage, même si son rôle dans l'épisode artistique d'Althusser était pertinent, ce que son neveu Michel a souligné comme la raison qui l'a motivé à s'exprimer. Il voulait que le rôle de son oncle dans le sauvetage de l'art soit reconnu. La figure de Kaltenbrunner dans la culture populaire est toujours unidimensionnelle, le grand méchant des SS, successeur de Heydrich, celui qui a ordonné le meurtre. La véritable complexité de cet homme, son passé d'avocat compétent, son amour pour le violon et les échecs, sa relation avec un jeune amant à qui il écrivait des lettres depuis la prison pour s'enquérir des nouvelles des jumeaux, sont généralement laissés de côté dans ses représentations. Pour la famille qui portait son nom de famille, la représentation culturelle était une pression supplémentaire.
Chaque fois que Kaltenbrunner apparaissait dans une production sur le nazisme, le nom de famille circulait à nouveau. La mémoire historique de Kaltenbrunner en Autriche présente des caractéristiques particulières. Le camp de concentration de Mauthausen, que Kaltenbrunner visitait régulièrement et où il a été témoin d'exécutions démonstratives, est aujourd'hui un mémorial. Le village de Ried im Innkreis, où il est né, entretient une relation difficile avec ce fait. Il n'existe aucun monument qui le commémore et aucun débat public soutenu sur la figure locale la plus connue du XXe siècle. C'est l'équivalent régional du silence familial. Un non-discours collectif qui maintient la tranquillité quotidienne au prix d'une élaboration du passé jamais achevée. La Villa Keri à Altaussee, où Kaltenbrunner a établi son dernier siège, reste privée et n'est pas ouverte au public. La cabane sur le Todsgebirge, où il a été capturé, existe toujours et est accessible à pied à toute personne physiquement capable de parcourir les 6 kilomètres depuis le bout de la route. Le blog Dead Range, qui documente des sites historiques de la Seconde Guerre mondiale, décrit en détail la cabane et le chemin mené à celle-ci, y compris en faisant référence au témoignage de Madsen sur la découverte d'or dans les poches des gardes détenus aux côtés de Kaltenbrunner. La géographie alpine de cette histoire est réelle et visitable, ajoutant une dimension tangible à une histoire qui peut sembler lointaine. La question de savoir si un parent de Kaltenbrunner a jamais visité Mauthausen, le camp où l'exécuté a observé des démonstrations de méthodes de tuerie et auquel l'historiographie le relie directement, n'a pas de réponse documentée. Les archives du mémorial de Mauthausen comprennent les témoignages de milliers de survivants et une documentation méticuleuse de l'administration du camp pendant la guerre, mais elles ne tiennent pas de traces des visites des proches des auteurs, contrairement à ce qui se produit dans d'autres mémoriaux comme Auschwitz-Birkenau, où ces visites ont été documentées et analysées sur le plan académique. Ce que les dossiers ne disent pas, les questions sans réponse. L'historiographie sur Ernst Kaltenbrunner présente des lacunes notables, dont beaucoup correspondent précisément à la période suivant sa capture et à l'histoire de sa famille. La biographie de Peter Black est exhaustive sur la carrière de l'homme exécuté, mais nécessairement limitée sur ce qui est arrivé aux survivants. Des forums spécialisés en histoire ont accumulé des recherches amateurs de qualité variable, mais avec parfois des résultats précieux. Les archives généalogiques disposent de données civiles partielles, et les archives institutionnelles de l'USHMM disposent de documents accessibles au public qui pourraient clore certaines questions ouvertes. Parmi les questions sans réponse définitive figure la question de savoir si Elisabeth Kaltenbrunner et Gisela von Westarp eurent eu un quelconque contact après la guerre. Pendant la guerre, Gisela fut la maîtresse du mari d'Elisabeth, ce qui rendait la relation entre eux une source potentielle de tension. Mais toutes deux étaient mères d'enfants du même homme exécuté, toutes deux étaient dans un besoin matériel et toutes deux se trouvaient en Autriche dans l'après-guerre. S'il y a eu un contact entre les deux familles, ou s'ils ont été complètement séparés, est quelque chose que les archives disponibles ne permettent pas d'établir. Une autre question ouverte concerne le sort des dossiers personnels de Kaltenbrunner. Dans les biens confisqués après l'arrestation, il devait y avoir des papiers personnels, lettres, photos, documents. Une partie de ce matériel a été conservée par les Alliés et est dispersée dans différentes archives. Mais certains documents personnels des hiérarques nazis parvinrent à leur famille de différentes manières, comme en témoignent les cas des lettres de Himmler parues des décennies plus tard en possession de ses descendants, ou des journaux intimes de Goebbels, qui mit des années à quitter la Russie. Il n'y a aucune indication publique que les Kaltenbrunner conservent des dossiers personnels sur l'exécuté, mais rien ne confirme non plus que ce soit le cas. La question de l'impact de l'exécution sur les frères Werner et Roland Kaltenbrunner est tout aussi impénétrable. Tous deux ont survécu au processus de dénazification et sont retournés à leur vie civile. Être le frère de l'homme qui dirigeait l'appareil terroriste nazi et qui fut exécuté publiquement à Nuremberg implique une exposition qu'on ne peut ignorer. Mais les archives disponibles ne contiennent aucune déclaration de l'un ou l'autre sur Ernst, sur ses crimes, sur les procès ou sur l'impact sur leur propre vie. Le silence s'étendit aussi aux frères. Enfin, il y a la question de la transmission orale au sein de la famille. Dans des études sur les familles des auteurs, il a été documenté à plusieurs reprises que le silence public coexiste avec une transmission privée de récits sur le passé.
Les enfants et petits-enfants des auteurs en savent souvent plus sur leurs ancêtres qu'ils ne l'admettent publiquement. Ce récit privé peut être une défense du relatif, un déni des crimes, une élaboration complexe ou une simple contextualisation historique. Dans le cas des Kaltenbrunner, la seule fuite de cette histoire privée dans l'espace public fut celle de Mikl en 2014, et ce qu'il a choisi de dire concernait le trésor et l'art sauvé. Pas des victimes de Mauthausen, ni des déportations, ni des Einsatzgruppen. Le choix de ce qui est dit une fois enfin prononcé est aussi révélateur que le silence lui-même. L'histoire de la famille Kaltenbrunner après l'exécution du patriarche est, pour la plupart, celle d'un silence. Pas le silence de ceux qui n'ont rien à dire, mais le silence actif et délibéré de ceux qui ont évalué les conséquences de s'exprimer et ont conclu que le coût l'emporte sur le bénéfice. C'est une stratégie compréhensible du point de vue humain individuel. Le problème, c'est que ce silence collectif a pour effet de laisser des parties vides de l'histoire qui méritent d'être documentées. Il y a quelque chose de particulier dans le fait que la seule ouverture publique significative de la famille soit venue du film de George Clooney sur les monuments. Son neveu Michel, qui était resté silencieux pendant des décennies, a choisi de s'exprimer lorsqu'il a vu qu'une production hollywoodienne ne mentionnait pas son oncle dans le contexte des œuvres d'art sauvées. La motivation n'était pas la reconnaissance des crimes, mais la justification d'un mérite spécifique. C'est le seul témoignage disponible de la manière dont la famille a traité le passé d'Ernst Kaltenbrunner, non pas comme un ensemble de crimes méritant une condamnation explicite, mais comme une histoire complexe où il existe aussi des épisodes qui méritent d'être connus dans leur intégralité. Cette perspective ne constitue pas un déni ou une réhabilitation de la personne exécutée, mais cela reflète le type de récit que les familles des auteurs construisent en interne pour continuer à vivre avec ce nom de famille. Le récit selon lequel l'histoire est plus complexe que ce que disent les livres, que le père ou l'oncle avait aussi des aspects humains et des actions positives, que le jugement sommaire de l'histoire populaire ne capture pas la totalité de l'individu. C'est un récit psychologiquement compréhensible et aussi, du point de vue des victimes, historiquement insatisfaisant. Les 5 enfants d'Ernst Kaltenbrunner, nés entre 1935 et 1945, sont en 2026 personnes âgées de plus de 80 ans ou sont décédées. Hans-Jörg est décédé en 2007. Gisela, la mère des jumeaux, est décédée en 1983. La deuxième génération approche de sa fin biologique. Les troisième et quatrième générations, petits-enfants et arrière-petits-enfants d'Ernst Kaltenbrunner, sont des adultes et de jeunes adultes vivant dans l'anonymat du XXIe siècle. Sa relation avec ce nom de famille, à l'ère des recherches sur Internet, où le nom Kaltenbrunner produit des résultats immédiats liés aux crimes contre l'humanité et au procès de Nuremberg, est une question que l'histoire d'après-guerre ne peut résoudre, mais que la société contemporaine impose inévitablement à quiconque le porte. Ce que les données disponibles peuvent confirmer, c'est que les enfants de Kaltenbrunner n'ont pas suivi les traces de leur père en termes d'idéologie ou de criminalité. Hans-Jörg était avocat et joueur d'échecs dans un village autrichien. Gertrude et Barbara ont disparu dans la vie privée. Les jumeaux Ursula et Wolfgang, nés alors que le Reich mourait dans une écurie des Alpes, ont grandi sans père, avec une mère qui passait des salons de Berlin à une petite chambre à Munich. Son neveu Michel a vécu pendant des décennies en gardant des informations qu'il a finalement partagées, dans sa vieillesse, touché par un film hollywoodien. La lettre de prison avec l'expression sur la collection de timbres résume un paradoxe qui définit toute la famille. Un homme qui contrôlait un dispositif expropriant les biens de millions de victimes, dont les agents avaient déplacé des tonnes d'or et de bijoux volés vers les Alpes, a dit à sa famille qu'il ne leur restait qu'une collection philatélique. Si c'était un mensonge calculé pour protéger un trésor. Si c'était vrai, c'était le portrait de quelqu'un qui avait participé au plus grand pillage de l'histoire de l'Europe sans rien garder pour lui. Aucune des deux possibilités n'est rassurante. Les pièces d'or apparues dans les jardins d'Altaussee dans les hivers suivant la fin de la guerre, les faux billets récupérés au fond du Toplitz, le timbre d'argent trouvé par un touriste hollandais dans l'Altaussee, sont les traces matérielles qui subsistent de ce monde. Les Kaltenbrunner ont laissé d'autres traces, moins visibles mais tout aussi réelles. Un fils avocat mort à Budapest, un amant qui a élevé seul ses jumeaux à Munich,
une épouse qui n'a laissé aucun mémoire écrit, des filles qui ont choisi de vivre en marge de l'histoire qui porte leur nom de famille. Ils sont les résidus humains de l'effondrement d'un régime, et leur histoire partiellement reconstituable fait autant partie intégrante des archives du XXe siècle que les procès de Nuremberg qui condamnèrent leur patriarche à la potence. La dispersion des cendres d'Ernst Kaltenbrunner sur un affluent de l'Isar fut un acte délibéré d'effacement matériel. Les Alliés ne voulèrent pas de tombes qui deviennent des autels. Ils ont atteint leur objectif matériellement. Ils ne pouvaient pas faire de même avec la mémoire, qui fonctionne selon ses propres lois et son propre temps. Les archives de l'USHMM conservent les enregistrements avec la voix de Hans-Jörg. Les registres généalogiques conservent les dates de naissance et de décès de Gisela et des frères et sœurs. Les forums d'histoire préservent les fragments de décennies de chercheurs qui ont tenté de reconstituer ce qui s'est passé. Le lac Toplitz conserve ce qu'il possède dans son fond anoxique. Et le nom de famille Kaltenbrunner existe toujours en Autriche, porté par des personnes qui vivent leur vie avec l'inconfort spécifique de quelqu'un qui porte son identité en ligne directe vers l'épicentre de la terreur nazie au XXe siècle. Le cas de la famille Kaltenbrunner est un cas limite de ce que les sociologues appellent la transmission intergénérationnelle du traumatisme. Dans ce cas, le traumatisme ne vient pas d'avoir subi la violence, mais d'avoir été lié par accident de naissance ou d'amour à l'auteur. Les schémas sont reconnaissables. Silence, la révision sélective du récit, la stratégie de discrétion et de discrétion, l'explosion occasionnelle dans l'espace public à des moments précis. Tout cela fait partie de l'histoire des Kaltenbrunns après 1946. Les fragments suffisent à reconnaître le motif. Ils ne suffisent pas à connaître toute l'histoire. Cette histoire, si elle existe quelque part avec une quelconque cohérence, est dans la tête et le cœur de ceux qui ont choisi de ne pas la raconter.